Agnès Verdier-Molinier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'IFRAP, l'Institut français pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques. Alors, vous intervenez dans le cadre d'une table ronde organisée par le MEDEF PACA, Réforme territoriale, quelle place pour l'échelon régional? C'est un sujet qui vous a forcément intéressé à l'IFRAP. Tout d'abord, quel constat faites-vous sur l'organisation territoriale française? Bien, nous considérons qu'aujourd'hui la France, finalement, n'est pas bien organisée. C'est-à-dire, c'est paradoxal, on a 57% de dépenses publiques par rapport à la richesse nationale française, et en même temps, on a des échelons qui s'occupent de tout. La commune s'occupe de tout, l'intercommunalité s'occupe de tout, le département s'occupe de tout, la région s'occupe de tout, l'État déconcentré, c'est-à-dire l'État sur le territoire français avec ses préfectures, ses sous-préfectures, s'occupe de tout, et les académies aussi pour l'éducation, et l'État central s'occupe de tout. Il y a un moment où il faut savoir qui fait quoi. Et je crois que ce moment est arrivé, à un moment où justement, il n'y a plus d'argent public dans les caisses, on ne peut pas augmenter la pression fiscale, ce n'est pas aux entrepreneurs qu'on va la prendre, ce n'est pas non plus aux ménages qu'on va la prendre. Donc maintenant, il faut repenser la dépense publique et que cette réforme territoriale, que bien sûr nous appelons de nos voeux, devienne aussi une arme, un levier pour baisser vraiment la dépense publique. Alors justement, le président de la République a présenté cette réforme territoriale début juin. Quel regard portez-vous sur cette réforme telle qu'il l'envisage? Eh bien, à la fois un regard plutôt positif, c'est-à-dire dire, ben voilà, ça bouge, donc il faut encourager quand ça bouge, et en même temps un regard critique, parce que, évidemment, c'est peut-être pas exactement la carte qu'on aurait souhaité. On aurait souhaité une Aquitaine qui soit un peu plus grande, qui englobe la Charente et la Charente-Maritime. On aurait souhaité que, par exemple, les Pays de Loire disparaissent, que la Vendée fasse partie de la Bretagne, que la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais fusionnent. Enfin, bon, bref, on aurait souhaité plein de choses, et en même temps, voilà, ça va plutôt dans le bon sens. Cela dit, attention, c'est pas parce qu'on va passer de 22 régions à 14 que ça va vraiment faire beaucoup d'économies. Les régions, c'est de l'ordre de 28 milliards de dépenses publiques sur 250 milliards de dépenses au niveau local. Donc vous imaginez bien qu'on ne pourra pas faire plus de 1,5 à 2 milliards d'euros d'économies sur l'ensemble du bloc régional. Ensuite, ça pose la question de la répartition des compétences, de la clause générale de compétences. Je le disais tout à l'heure, tout le monde veut intervenir dans tous les domaines, et maintenant il va falloir spécialiser, il va falloir qu'on sache quelles sont les missions exactes de la région, quelles sont les missions des communes. Quand on fait disparaître le département, avec qui on le fusionne, avec qui on fusionne finalement notamment la question des dépenses sociales que nous avons largement abordée dans notre étude Réorganiser la France, qui est une étude dans laquelle nous montrons que les doublons entre le Conseil général, les caisses d'allocation familiale, les centres communaux d'action sociale ne sont pas forcément les doublons qu'on imagine, puisque le social doit être regroupé avec le social. Justement, est-ce qu'il y a des propositions concrètes que vous émettez dans cette étude? Oui, absolument. Ce que nous proposons, par exemple, pour l'éducation, c'est que la région devienne beaucoup plus puissante sur les questions d'éducation, mais qu'en même temps, les communes soient fusionnées non plus à 36 700 communes, mais à 5 000 communes, que les communes jouent aussi un rôle important sur l'éducation avec les régions, mais que l'État se désengage, par exemple, de la rémunération des professeurs, puisqu'il n'y a aucun pays qui fonctionne comme la France, avec d'une part l'État qui va financer les professeurs dans les rémunérations, les personnels techniques, ce qu'on appelle les ATOS, qui sont gérés par les régions et par les départements, les bâtiments qui sont gérés pour les lycées par les régions, pour les collèges par les départements, pour les écoles par les communes. Il y a un moment où ce saucissonnage de la dépense, cette façon qu'on nous avons en France finalement de faire des financements croisés en permanence sur toutes les politiques publiques, fait qu'on n'a plus de responsables dans le bateau. Alors on perd des points au niveau international, et on ne sait pas qui est finalement responsable de la mauvaise qualité de nos services publics et notamment de notre service public d'éducation. Alors voilà vos remarques concernant l'éducation. Je crois que vous avez également abordé les relations entre intercommunalité et communes et aussi la politique sociale. Qu'en est-il dans ces deux domaines? Alors, sur les questions des intercommunalités, le président de la République dit on veut des intercommunalités avec beaucoup plus d'habitants, de l'ordre de 20 000 habitants. Nous disons, attention, on a créé les intercommunalités dans les années 70, finalement on a doublonné les communes, on a embauché massivement dans les intercommunalités et on a continué d'embaucher dans les communes. On se retrouve au niveau du bloc communal avec une masse salariale de 34 milliards d'euros en 2012, alors que ne serait-ce qu'en 2002, on était à 20 milliards d'euros, 23 milliards d'euros. Ça veut dire qu'on a dérivé de 11 milliards sans que l'État ne
ne déconcentre aucune politique publique, ne décentralise vers les communes et vers les intercommunalités. Et on a 11 milliards de plus de dépenses en termes de masse salariale au niveau du bloc communal. C'est là qu'il faut faire des économies et ne pas conserver la strate intercommunalité et la strate commune. Donc les fusionner. Et quand le président de la République dit il y a 36 700 communes en France, c'est une spécificité française, il a l'air de trouver ça positif. Nous ne trouvons pas ça du tout positif parce qu'en plus, les très petites communes, même si les maires coûtent pas cher dans ces petites communes, etc., elles ont besoin de beaucoup de fonctions support qui sont en fait données par l'État. Et ça, on l'oublie complètement. C'est les antennes, les trésoreries, les antennes de la Direction générale des finances publiques qui supportent en fait les petites communes dans leur comptabilité, dans toutes ces questions financières, etc. Et que finalement, à un moment, on a l'impression que les communes sont là avec leur grand nombre pour permettre à l'État de déployer une vaste fonction support sur l'ensemble du territoire et vice-versa. L'État est bien content finalement d'avoir un nombre de communes important pour pouvoir occuper ces agents qui sont en trop grand nombre. Donc il y a un moment aussi où il faut passer à une véritable réforme et tout le monde l'a fait, la Belgique, les Pays-Bas, etc. Par ailleurs, la suppression du Conseil général est une bonne chose, mais comme je disais tout à l'heure, il faut absolument que la partie sociale des départements soit fusionnée avec la sécurité sociale en fait. Éducation, commune, politique sociale, voilà donc les 3 priorités, les 3 chantiers à mener prioritairement pour l'IFRAP, ou y a-t-il d'autres choses à mettre en œuvre au préalable? Il faut regarder bien entendu toutes les missions publiques, toutes les politiques publiques, identifier les doublons et décider de qui va être le responsable de chaque politique publique en étant complètement décomplexé. Ce n'est pas forcément l'État qui doit intervenir dans tous les domaines et ce n'est pas forcément parce qu'on a décentralisé quelque chose à une époque qu'il ne faut pas le recentraliser. Donc voilà, essayez d'être pragmatique et efficace. Par ailleurs, en parallèle de cette réforme qui concerne à la fois l'État, la sécurité sociale et les territoires, et pas simplement que les territoires, il faut aussi se poser la question du nombre d'agents dont nous avons besoin. Nous, à la Fondation IFRAP, nous considérons que nous avons 700 000 agents en trop par rapport à la moyenne des pays de l'Union européenne qui sont comparables avec la France. Donc, à un moment, il faut stopper les embauches. Notre proposition est claire. Dans les prochaines années, c'est-à-dire d'ici 2022, nous préconisons de supprimer de l'ordre de 362 000 postes au niveau des collectivités locales et de 198 000 postes au niveau de l'État. En 5 ans, on peut dire, on gèle les embauches et les 3 années qui suivent, on remplace 1 sur 2. Le rapport de la Cour des comptes vient de montrer qu'effectivement, il y a trop d'agents, trop de dépenses de masse salariale. Maintenant, il faut agir et on ne va pas faire d'économies. Il faut bien le redire et le redire et le redire. On ne fera pas d'économies, on ne fera pas les 50 milliards d'économies si on ne réduit pas le nombre d'agents. Si c'est juste faire des fusions pour aligner tout le monde sur les rémunérations les plus importantes, eh bien, à la limite, ne faisons rien. Si c'est pour garder le même nombre d'agents sur l'ensemble du territoire français. L'autre question, c'est la question de la productivité des agents. On parle beaucoup de productivité des entreprises, de compétitivité des entreprises. Et quand parle-t-on de la compétitivité, de la productivité de l'État, des collectivités locales, de leurs agents? Eh bien, on n'en parle jamais. Donc là, il y a un moment, il faut se poser la question aussi de quel travail j'ai en face, de quelle rémunération. Et c'est une question absolument à la fois tabou et totalement essentielle. À la Fondation IFRAP, nous préconisions de faire comme a fait l'Union européenne, c'est-à-dire de faire passer ces agents de 35 heures à 40 heures sans hausse de rémunération, parce que voilà, c'est la crise, il n'y a plus d'argent dans les caisses publiques et que maintenant, il faut être inventif et il faut aussi se poser la question de comment on peut faire pour, avec le même nombre d'agents, garder une qualité de service public identique, voire avec moins d'agents, avoir une meilleure qualité de service public. Et c'est tout à fait possible. Après, on a un problème en France, c'est qu'on ne veut pas voir la réalité en face. On ne fait même pas 35 heures dans la plupart des administrations publiques, dans la plupart des collectivités. On voit les chiffres, c'est tout à fait officiel. Il suffit d'ouvrir les rapports des chambres régionales des comptes et d'ouvrir les statuts des agents dans les différentes collectivités locales. Dans de nombreuses villes de France, on n'est même pas à 1607 heures. On est à 1550 ou à 1534. Donc on ne fait même pas les 35 heures. Et ensuite, il y a un taux d'absentéisme en plus qui est énorme. On l'a vu par exemple sur la ville de Montpellier, où on arrive à 39 jours d'absence par agent et par an, toutes causes confondues. En moyenne, c'est absolument gigantesque. Donc là, il y a un travail énorme à faire sur la productivité des agents, qui est peut-être pas politiquement correct, mais qui est devant nous et il faudra absolument le faire. C'est ce que j'allais dire, vaste chantier qui s'ouvre avec ces propositions proposées par l'IFRAP. Agnès Verdier-Molinier, merci. Merci à vous.